Il ne peut pas rester le billet stable et tout ça là. Vous imaginez. Et après les enquêtes, ce monsieur a enfui des milliards de CFA dans son sous-sol. Et c'est des sommes, quand la BCAO change le billet, ça ne leur permet pas d'aller avec des cargaisons, des sacs pour aller changer ça à la BCAO. Donc l'argent reste enfui jusqu'à arriver peut-être à péremption. Et d'après mes investigations à l'époque, à un moment donné, 2 ou 3 ans après le changement des billets, il y a quelqu'un qui dit qu'il a des milliards en CFA anciens qu'il voudrait échanger. Si quelqu'un pouvait voir avec la BCAO, siège général à Dakar, lui, il pouvait céder ça contre 50% de perte ou bien même 90% de perte. L'essentiel qu'il puisse récupérer quelque chose. Mais malheureusement, c'était déjà clos. Donc, ces milliards-là sont invalidés, donc ils ne peuvent plus les utiliser. Et il y en a, je me rappelle, qui en ont brûlé. Ils ont pris les billets, ils ont brûlé. Ça sont des informations claires. Donc, c'est des gens, aujourd'hui, quand tu vas dans le système togolais, puisque le système de compliance et de conformité, le système de lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent a pris de l'ampleur au niveau de l'Europe, ou bien ils thésaurisent l'argent dans leur maison, ou bien ils essaient d'injecter ça dans des blanchiments d'argent au niveau de certaines grandes sociétés qui disparaissent après. C'est le cas de les marbres de Pagala, où on avait créé une société qui était tombée de nulle part, qui était venue investir dans le marbre. Ils se sont partagés l'argent sous la direction de Dame Rebecca Ataï, qui se trouve être une autre maîtresse du président et qui est la directrice de Platine Communication. C'est elle qui était la présidente du conseil d'administration de la société qui exploitait le marbre. Et moi, je suis allé sur le terrain, j'ai toutes les photos, je connais l'entreprise. Mais quand ils ont fini de dilapider les fonds, ils ont blanchi l'argent, ils se sont partagés, ils ont laissé encore les blocs de marbre actuellement sur le site de Pagala. Et je ne sais pas si ça s'exploite. Alors que le marbre, c'est la peinture, c'est les produits chimiques, c'est les plâtres, c'est beaucoup de choses. Et nous avons du marbre qu'on peut exploiter pendant 100 ans. Mais c'est resté dans la brousse tout simplement parce que ça a servi juste à blanchir de l'argent et ils ont disparu. Donc, il y a des réseaux, des niches où des gens ont beaucoup d'argent, ils profitent du système, ils font des marchés gré à gré. La sœur de Sina Lawson, qui a construit le palais des gouverneurs, elle a pris l'argent, des milliards, pour construire le palais des gouverneurs, et après on dit que elle est devenue démente, elle ne raisonne pas bien, donc l'argent ne peut plus servir à faire le projet. Donc, c'est comme ça que le système a réussi à enrichir des gens vachement, et qui sont accrochés. Actuellement, je suis en train d'apprendre le retour de certaines personnes dans les sérails, et le cas de Bitokotipu Yanini. Moi, je ne savais pas que ce monsieur était encore vivant. Quand j'étais en classe de 5e à l'Héride, je me rappelais, il était le préfet de Tchaoudjo. Et quand on nous donnait le nom des préfets, on disait Bitokotipu Yanini. Et après, il a été ministre du travail ou des choses là, mais il est parti à la retraite depuis, il est mourant, mais ce monsieur a été rappelé. Le cas de monsieur Dogo, qui aussi, après une retraite dorée où il continue de diriger, et il est revenu dans le système. Et il y a un dinosaure dont on ne parle pas souvent, mais qui reste toujours puissant dans le sérail du système. C'est Esso Solitoki, qui a été en temps nommé ministre chargé des affaires du présidentiel. Mais il est dans son coin, comme si il ne dit rien, mais c'est lui qui consolide actuellement le RPT de l'ancien système. Il est l'incarnation de l'ancien système de Yadema. Et avec lui, on ne cède pas. C'est avec lui qu'il faut coller RPT à unir pour que cela sonne bien. Parce qu'il dit unir, on ne peut pas quitter unir et RPT pour venir à unir comme ça, tout simplement, et faire disparaître RPT. Et c'est lui qui est l'incarnation du système Yadema. Donc, tout ce monde-là, ils ont des réseaux d'argent, des réseaux de blanchiment, des réseaux, et ils exploitent ça comme ils veulent, et c'est ça qui leur permet de continuer à résister, à rester au pouvoir. Parce qu'ils sont vieux, ils n'ont rien à perdre, ils savent que si le pouvoir les lâche, et la pire des choses, ils vont mourir, alors qu'ils sont déjà âgés. Bon, tant pis quoi, ils vont continuer à régner, à rester sorciers dans le système jusqu'à advienne que pourra.
Voilà un peu ce que je peux ajouter sur le plan économique. Je ne vais pas rentrer dans les détails avec les chrysanthemums parce que notre masterclass reste beaucoup plus focalisé sur l'information, sur l'analyse et sur la conscientisation. Donc, on ne va pas rentrer dans le contexte de dénonciation et d'attaque pour essayer de un peu biaiser l'objectif que nous avons dans notre masterclass. C'est clair qu'une vraie stratégie de révolution, de rupture au Togo doit identifier ces gens comme des cibles et les frapper comme ça devrait si on veut vraiment faire tomber le régime. Sinon, on est dans la périphérie et c'est ces gens-là qui consolident les bases du régime. On a une vue sur Fagne Gnassingbe, mais tous ces personnes-là, tous ces piliers qui profitent du régime, eux, ils vont travailler à maintenir le régime. Donc, si on ne les identifie pas, si on ne les frappe pas, eh bien, on ne casse pas les colonnes. Mais c'est une autre débat à faire. Mais c'est quand même assez révoltant de voir comment ils peuvent s'enrichir devant un peuple qui meurt de faim, où il n'y a pas de plateau technique, où les Togolais meurent de faim, et il n'y a même pas capacité de les soigner. Mais ces gens-là terrorisent des milliards dans leur sous-sol, et le peuple meurt pour maintenir un régime depuis 60 ans. Voilà les vraies raisons pour que ça dure 60 ans. Il y a la violence, mais il y a aussi l'ethnisation, il y a la militarisation, mais il y a l'enrichissement à travers ça, qui est un rhizome qui permet justement des tentacules un peu partout, à l'intérieur comme à l'étranger, et qui font que parfois on est déboussolé, on ne comprend pas qu'un régime peut durer aussi longtemps. Nous allons donc aller vers la dernière partie parce que le temps, quand on aborde les sujets, c'est tellement dense que parfois on n'arrive même pas à rester dans le temps imparti. Mais on voudrait bien partager les avis des uns des autres. Et donc, on a monté un certain nombre de personnes. Je ne sais pas si le modérateur est toujours avec nous. Sinon... Je suis avec toi. Oui. Ah, okay. Donc, on va vous laisser la main pour donner la parole 2 minutes chacun pour votre contribution, vos questions, vos observations, pour qu'on puisse monter d'autres personnes qui voudraient également participer au débat. Merci. D'accord. Avant de donner la parole à Razak, moi, même, j'aimerais poser une question à M. Carlos. Et comment, dans quelle perspective pouvons-nous monter un rapport équivalent de force par rapport à ce régime à travers cette analyse? Merci pour cette question. Moi, j'ai fait beaucoup la révolution. Et si tu es là, je parle sous son contrôle. Et quand on était à l'université, j'étais le responsable à l'organisation des grandes manifestations. Et quand nous prévoyons une manifestation le lendemain à 7 heures, nous savons que 17 000 étudiants seront dans la rue le lendemain. On le sait et on le décide avec Tché, qui était le président du conseil des étudiants de l'université du Bénin. On faisait une grande réunion avec tous les membres du CUB et en journée et tout. Et après, le cercle restreint, qui se trouve être le cercle politique et de ce que nous appelons les renseignements, parce que nous en avons un, on se réunit à partir de minuit et on définit les stratégies de la manifestation. Et c'est dans ce cadre que nous mettons en branle la machine qui devait permettre de sortir le lendemain 17 000 étudiants. Et on réussissait. Les gens ne comprenaient pas. En nager la veille, on ne disait rien. On disait que dans les prochains jours, on vous informera de la conduite à tenir et que le lendemain, tous les étudiants soient prêts à 17 000 personnes pour essayer de s'engager dans la rue. Je donne cet exemple pour dire que l'erreur que nous commettons souvent au Togo, c'est que on dise en live les stratégies pour arriver à bout du système ou pour faire ceci, pour faire cela. Moi, je n'aime pas partager les stratégies. Quand nous posons le débat, nous posons le problème, quitte à tous les observateurs, à tous ceux qui nous suivent, de lire entre les lignes. Parce que dans cette masterclass, j'ai dit beaucoup de choses. J'ai apporté beaucoup de propositions. J'ai annoncé beaucoup de perspectives. J'ai fait des comparaisons des autres pays. J'ai parlé de la Côte d'Ivoire. J'ai parlé du Bénin. J'ai parlé du Burkina Faso. J'ai parlé du Ghana.
C'est à dessein que j'ai essayé de caricaturer la situation pour que Apocalypse 13, que celui qui a des oreilles entende et que celui qui a l'intelligence puisse comprendre. Donc, ces lives que nous initions, c'est dans le but d'informer. Et c'est à travers l'information et la communication que la mobilisation et les stratégies vont être suscitées et pouvoir arriver à bout pour être le remède à cette militarisation et utilisation à outrance d'un système qui continue de dominer le peuple. Je pense que c'est ma réponse à la question. Je ne sais pas si je me suis fait suffisamment comprendre. Très bien, parfaitement. Très bien, merci. Parfaitement. Oui. Quitte à au questionnaire de se former, de s'informer, pour être à bout de lire ce qui se passe, être prêt. Razak, vous êtes là, vous avez la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Vous avez 2 minutes pour poser la question. Bonsoir Razak. Votre présence et notre édition nous a beaucoup édifié et je vais aller un peu vite pour poser la question. Moi, j'ai remarqué que le pouvoir, au-delà de toutes ces stratégies dont vous avez parlé, l'un de leurs points forts, c'est la communication. Ils ont un réseau de communication qu'ils mettent en branle pour semer la confusion et démobiliser les résistants sur le terrain. Et la plupart du temps, ils utilisent des rhétoriques qui ne sont pas fondées, qui sont sur la base de OB. Et nos journalistes, bien certains, les amplifient. Mais ce qui me fait plus de mal est que certains qui sont responsables, certains qui prétendent combattre le système dictatorial, eux aussi utilisent ces mêmes éléments de langage que le pouvoir pour se faire une place sur l'échiquier ou bien pour avoir un leadership. Moi, je sais qui m'intrigue, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi nombreux des résistants dans la lutte, qui se disent opposants, utilisent la communication du pouvoir. Merci. La communication, c'est vrai, c'est la clé de mobilisation, de démobilisation de tous les systèmes. Et aujourd'hui, nous avons... Oui. Est-ce que tu veux ramasser les questions et les répondre ensemble? Est-ce que ça... Ou bien tu veux... C'est beaucoup mieux. Ça permet de faire économie des va-et-vient. Là, je vais prendre note des questions. Okay. Et là, je vais revenir en réponse de façon globale. OK. Voilà. D'accord. Merci, Carlos. Merci, oui. Pour Monsieur Boulanger. Monsieur Boulangerie, et vous pouvez vous démuter pour apporter pour poser votre question et s'il y a des apports en 2 minutes, 3 minutes. Merci. Merci Razak pour ta question. C'est une question vraiment bienveillante. Merci. Monsieur Boulangerie, 1 fois, 2 fois. Tonton Lajoie, vous avez la parole. Bonsoir, les camarades de lutte. Bonsoir, le grand journaliste Carlos Ketoglo. Bonsoir, Tché. Bonsoir, Constitution. Carlos Ketaou. Carlos Ketaou. Excusez-moi. Peut-être c'est la vieillesse qui commence, hein. C'est pas. Et
les pyramides, mia be do nous le kanyibe. Mia atisi ameko l'on begloa nemi desiwa mia dorogo amoa desio. Wa desi kumano wa desi wa review wa desi wa benu kolo wa si wa en to nde na mi ke mi le sabene mi aso gbojo wa be nu ona kudo ameko chona va to bon wanya be emo wa munyi monyero enu anti mi sia mero do gaglagbe vai Angba to dizare wa oto pon posto american ji wo mu ya me ko nya nyem te kukuna de o dramani be enu wa kebe wa ejubewu blibo bewu togo vioro la nya bere e chale amako le wu togo vio domi mu ya me ke datu po blibo be gawo ko la lo asodo rome ni o kudo viore dia enu parai togo viola nyabe ora nyabe amowa be agbeno no kolea eyiri unsene ejiduduwa ele unsene ejiduduwa togo viola nyame kola bia kontawa wa mingba sonu ton ko amokole wa moa mi le gbon ko amokole fission tare ni no jo wa bi nko ni amoanya be ame ya wa we nu gbe gao wa mi no vi M66 to ni mi le zoa mi se bien mi ko mi anya be amoa papa wa e fi ga gbogboro enu e tuele gban mi vi ama bien nyare ka Nyabe nyakakandora le nyabe avouan be fi kemi le fi fiare nuka nyame ko te kona gbeji mila te woye mila jravunyaro mano boreun mujo jinamu wa mama pankoche ano temichi la mogbo neche bijia chechala de apetonya kele wa be gome no me wa ela te pere mianchi ne miate mu nta tobe didudu ke mi pankoma nenya bia se nyamule mi ame mo metutu o vankare nyanwa toko viodo la mon jele ke binu yanti ne nyanyare ke afukele konamia ne mi la te weralo ape. Merci tonton Lajoie. Merci tonton Lajoie. Pour ceux qui sont francophones, tonton Lajoie a posé la question de savoir est-ce que les divisions, les luttes permettent d'aller au bout de ce régime-là. Carlos Quetao va bien définir la question et puis va vous répondre tout à l'heure. Magique Credondo, vous avez la parole pour 3 minutes. Merci. Monsieur Magique Credondo, vous êtes là, 1 fois, 2 fois, à juger. Monsieur Akwaba. Monsieur Akwaba, je pense que je n'ai pas la main pour les descendre. Et puis, bon, on a fait le tour du panel. C'est une dame, bonsoir. Bonsoir madame. Excusez-moi, bonsoir madame. Merci d'être parmi nous. Ça nous fait honneur d'avoir une dame parmi nous. Allez-y. Vous avez 6 minutes. Au fait, tout d'abord, je remercie Pyramide et Monsieur Carlos. C'est ma première fois de vous suivre et je sais que je vous ai suivi, mais je n'ai pas prêté l'attention au début parce que
je suis abonnée avec vous. Et vous venez de dire beaucoup de choses et tout était très, très, très profond. Que vous qui aviez amené cette démocratie, décidé que le Togo ne soit pas comme il est aujourd'hui, depuis votre jeunesse, depuis le campus. Nous, on était des enfants, mais nous, on voyait des étudiants qui étaient presque les fonctionnaires et qui décidaient, qui prenaient une initiative, qui décidaient de ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, vous avez tout dit. Et je vois la jeunesse d'aujourd'hui et les étudiants d'aujourd'hui, ils n'ont pas vos capacités. Ils n'ont pas, ils ont une terreur en eux. Ils n'ont pas confiance en eux. Comment faire les motiver, les étudiants d'aujourd'hui, pour qu'ils puissent être comme vous, les vrais, les futurs fonctionnaires, les futurs ministres qui vont remplacer ce pays demain, pour que vous puissiez les motiver, pour que tous qui sommes là puissent les motiver, pour qu'ils puissent sortir demander leurs droits. Et je vous remercie, franchement, c'était tout ce que vous avez dit, c'était très, très, très profond. Et je vois où moi je vais dire c'est les comment, je ne sais même pas comment les donner ce nom. Franchement, ça me fait de la peine que ils ont terrorisé ce pays. Ils ont terrorisé toute la jeunesse. Ils nous ont volé toute notre jeunesse. Et aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et vous avez décidé aujourd'hui que ça suffit. Il faut que on tient sur nos bras pour que ça suffit, que nous puissions nous conscientiser tout le monde, pour que nous puissions, tout le monde puisse voir, puisse savoir que le patriotisme, c'est nous qui allons l'avoir et nous défendre. Et ma question est que comment vous allez faire pour motiver ces étudiants d'aujourd'hui? Merci et merci à tout le panel. Merci beaucoup, Madame Akwaba. C'est vraiment, on est très heureux de vous avoir, une voix féminine, une patriote, et qui a suivi le live. Votre question est absolument pertinente et franchement, on vous remercie. Constitution, est-ce qu'on a fait le tour des panélistes pour que Carlos réponde? Il y a certaines personnes. Oui, nous avons fait le tour des panélistes. Je pense que Carlos a pris notre question. Oui. Et il nous répondra, bien évidemment. On a fait le tour. Merci beaucoup, Thierry. Merci beaucoup. Razak, merci Tonton Lajoie, merci Madame Akwaba. Je commence par la question de Razak, qui parle de la communication. Vous savez, étant vraiment de la communication, je voudrais dire que la communication est le moteur de toutes les transformations au niveau politique, au niveau social, au niveau mondial. Et quand on arrive à bien gérer la communication, on réussit toujours à basculer les situations en sa faveur. Mais la communication ne devrait jamais être aléatoire, ne devrait jamais se faire de façon hasardeuse. La communication s'organise dans le temps et dans l'espace. Et cette communication doit se faire de façon à ne pas excéder la normale et à ne pas être non plus insuffisante. Il faudrait que la communication soit optimale. Mais comment vous surestimez la communication du pouvoir togolais? Le pouvoir togolais, d'abord, a les moyens de communication. Ils sont capables de payer les grandes agences, ils sont capables de bloquer les déclarations, ils sont capables de bloquer les lives, ils sont capables de supprimer les sites, ils sont capables de corrompre des journalistes internationaux pour écrire en leur faveur. Ils ont les moyens. Mais vous allez constater que
la communication les a échappé pendant les périodes de juin à septembre avec le M66. Parce que c'était une révolution informelle qui était sur les réseaux sociaux, qui ne pouvaient pas contrôler. Donc cela ne relevait plus de leur capacité de pouvoir interdire jusqu'au moment où le procureur est venu faire sa sortie pour menacer les gens de les poursuivre si ils continuaient à commenter et à aimer. Et je vois que ce que ce procureur a fait, ça a eu un impact considérable sur la population dans la mesure où quand je compare les commentaires des publications des sites ou bien des comptes de Faure Gnassingbé avant et aujourd'hui, je crois que cela a radicalement changé. Les gens sont devenus plus méfiants parce qu'ils ont peur des représailles, ils ont peur des poursuites. Mais du côté de l'opposition, des forces démocratiques, des jeunes qui aspirent au changement, il n'y a pas une certaine cohésion, cohérence dans la communication. Et on a l'impression que le pouvoir organise ce qu'on appelle le choc. Tapoter. Le pouvoir organise ce qu'on appelle la communication de choc. Et cela a été utilisé dans la plupart des pays, des grands réseaux, des grands États pour tuer certaines informations qui portent beaucoup plus. C'est comme quand ils voient qu'ils sont anéantis, ils sont attaqués sur un plan, ils créent une situation quelque part qui vient anéantir ce que vous faites et les gens vont s'intéresser. Et malheureusement, les Togolais font tout pour drainer leur vision, leur stratégie, leur communication vers ce que le pouvoir lui-même crée. Et ça déstabilise la communication qui est faite. Donc, on n'a pas une communication cohérente et qui est étalée sur le temps. Et c'est ça qui fait que le régime arrive toujours à s'en sortir. Mais je vais dire quelque chose également, c'est que la puissance de la communication du système est le silence dans des moments critiques. Vous allez constater que depuis juin, qu'il y a une mobilisation internationale, nationale contre Faure Gnassingbé, il n'a jamais fait un seul discours pour se prononcer sur la situation du Togo. Il est resté silencieux. Et ça, je crois que c'est dans les lois du pouvoir et enseignées par Machiavel et les grands penseurs. C'est ces lois-là qu'il essaie d'appliquer en laissant, comme le dirait Giscard d'Estaing, laisser les basses besognes mourir de leur propre poison. Ça veut dire que laissez-les, ils n'ont qu'à faire, après ils vont se fatiguer, et c'est quand ils vont se fatiguer que moi je vais commencer à communiquer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et nous nous lassons facilement. Je vais donner un exemple pour un peu corroborer ce que je dis par rapport à la communication. Vous imaginez que nous sommes en Europe, nous sommes dans la diaspora. Et c'est la diaspora qui a incarné la lutte politique depuis le mois de juin jusqu'à aujourd'hui. Le M66 a ses membres au niveau de, comment on appelle, de Paris et de la France. Et on est resté dans cette logique. Vous imaginez que le président Faure Gnassingbé est venu avec une forte délégation pour venir se pavaner, se mettre en vedette à Paris sans qu'il y ait eu une seule mobilisation ni une seule communication pour influencer son arrivée à Paris. Les responsables de M66 n'ont même pas, peut-être ce jour-là, fait un live direct pour dénoncer systématiquement tout ce qu'ils ont fait. Non. Ils sont venus se pavaner tranquillement et ils sont repartis. Et ce qui m'a encore surpris, c'est qu'il y a certaines personnes qui s'engagent dans, dans des idéologies politiques qui ne sont pas loin de l'idéologie de l'alternance. C'est pendant ce moment où Faure Gnassingbé est en train de se pavaner à Paris avec sa délégation qu'on vient sortir. Moi, j'ai reçu un document, un live sur Sylvanus Forever.
qu'il faut parler de Sylvanus Olympio. C'est-à-dire que pendant que celui que vous êtes en train de combattre pendant plusieurs années, et que vous demandez de partir, il vient à votre barbe et à votre nez, et vous n'avez plus rien faire, et vous déroutez le débat, vous allez faire autre chose. C'est pour moi un scandale, un manque de communication et une faiblesse dans la lutte politique. Et c'est pourquoi je salue, j'apprécie les anciens tenants de la lutte politique de la diaspora. Je veux parler entre autres de Loi Koussaou en Belgique, et des gens qui étaient au Canada, des gens qui étaient aux États-Unis. Et à un moment donné, avant de voyager, réfléchissez 1000 fois. Parce qu'il sait que quand il voyage, même au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, il est dedans, mais dehors, et on l'attend avec des œufs pourris et des tomates. Excuse-moi, je ne demande pas de faire violence. On l'attend avec des œufs pourris. Même déjà, cette façon de l'attendre, de lui créer une certaine peur, que quand il arrive, on peut pouvoir lui faire du mal, l'humilier, l'attaquer, ça va le dissuader et ça va lui permettre de rester un peu dans ce cadre. Et ça le fragilise. Mais malheureusement, on ne fait pas une communication linéaire pour des gens qui ont des moyens, qui à un moment donné ont perdu tous les repères avec le M66, avec les autres. Ils ont perdu les repères. Mais il faut continuer, il faut foncer. Mais la lutte monte, à un moment donné, se fragilise parce que le pouvoir a injecté des fausses informations, des fake news, a essayé d'acheter certaines personnes, a alimenté d'autres personnes, et puis tout le reste, ça part. Donc c'est pourquoi moi j'exhorte encore les forces démocratiques au niveau de la diaspora de maintenir la communication. Je veux parler notamment de M66 et de toutes les forces politiques de la diaspora, mais les organisations qui étaient de la diaspora, qui ne sont plus actives, de se réactiver et de mobiliser, de faire un mouvement d'ensemble avec le M66 pour donner un seul message, une seule communication et orienter la lutte. Et ne pas se faire surtout distraire par certaines informations que le pouvoir injecte dans la population. Ça, c'est ce qui concerne la communication. Maintenant, tonton là, je demande, que faire pour arranger cette bataille parce qu'il y a des querelles intestines, il y a des attaques interpersonnelles. Je pense que les attaques interpersonnelles, on ne peut pas les refuser dans une lutte démocratique, étant donné que c'est des groupes humains qui existent, il y a toujours des contradictions, il y a toujours des messages. Mais le cas du Togo est très, très particulier. Parce que on personnalise le débat au niveau des luttes. Et c'est très, très, très dangereux. Chacun a un agenda caché, chacun a quelque chose qu'il veut revendiquer et il met ça au niveau du groupe. Quand il ne trouve pas son intérêt, il se démarque et il commence par dénoncer les autres. Moi, j'ai entendu des choses, je suis tous les réseaux sociaux, je suis tout le monde, toutes les informations où telle personne dit, j'ai donné l'argent à celui-ci, il n'a pas fait ce qu'il voudrait faire, tel m'a arnaqué, telle cotisation que vous êtes en train de faire, c'est pour que les gens bouffent de l'argent, telle personne allait prendre de l'argent ici, le pouvoir a fait ceci, tout ça là. Mais je ne pense pas que cela pourrait créer une dynamique qui peut essayer de renverser et la vapeur de créer un rapport de force assez efficace. Et je vais donner encore une fois l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il y a des influenceurs très puissants en Côte d'Ivoire. Mais au lendemain de l'élection, où il y avait eu une grande marche, il y avait eu tout, après l'élection, quand les résultats ont été proclamés, et la population, les influenceurs, tout le monde s'est presque rangé derrière la position des partis politiques. Ils n'ont pas commencé par s'attaquer aux partis politiques pour dire que, et voilà, vous n'êtes pas mobilisé, tel est allé prendre de l'argent, tel est allé se faire corrompre, tel est allé rencontrer, et tout ça. Je n'ai pas entendu ça. Ça, c'est ça qu'on appelle l'esprit patriotique. Il faudrait rester ferme et rester dans un seul objectif. Il ne faut pas mettre, on dit, lever des moutons dans des moutons. Ça veut dire que, et au moment où vous faites une lutte globale, il y a des gens qui ont des petits intérêts de lutte qui viennent injecter. Donc, la meilleure façon de faire, c'est qu'il faut arriver à créer des forces qui convergent vers un seul objectif. Et quand vous finirez d'atteindre cet objectif, chacun peut vaquer à ses occupations. J'ai été appelé sur plusieurs initiatives, hein, et à mon niveau, on me dit, ben,